Bien, on va vous laisser vous installer. Donc, Jacques Priol, je suis le président du cabinet Civiteo et l'un des animateurs du groupement Data Publica qui a le plaisir et l'honneur, une nouvelle fois cette année, d'organiser ce programme dans une salle tout au long de la journée, un petit peu comme un fil rouge dédié à la data publique. À la data, ce matin, en tout cas, on en a beaucoup parlé, et à l'IA. À l'IA publique, c'est le thème de notre après-midi, même s'il y a déjà eu en parallèle dans une petite salle à côté des masterclass qui ont traité de ce sujet-là. Et de la même manière que notre ami Simon Chignard a ouvert la matinée en faisant un état des lieux, où il a partagé avec nous un certain nombre de réflexions sur la data dans les territoires aujourd'hui, eh bien, je vais ouvrir cet après-midi en faisant un état des lieux sur le sujet de l'IA. Alors avec un titre « IA et territoire, je t'aime moi non plus », vous allez voir un petit peu pourquoi. La plupart d'entre vous sont partie prenante d'une manière ou d'une autre de projets, d'administration, de lieux dans lesquels on expérimente, on teste, ou on a envie de tester un certain nombre de choses. Et on va faire un petit peu le panorama de tout ça avec un petit retour historique, parce que on a tous lu beaucoup de papiers sur la courbe de la hype de l'IA. Et bien, dans le monde territorial, où est-ce qu'on en est en vrai, au-delà de ce que l'on peut entendre dans tel ou tel au titre de tel ou tel projet. D'abord, se dire qu'on est vraiment au début d'une histoire qui a démarré très très récemment. Juste 3-4 chiffres. En 2021, dans un rapport sur l'IA et le service public qui avait été fait par l'Union européenne, il y avait 680 projets d'usage de l'IA au service du service public en Europe, dont 40 en France et 5 à l'échelon local. En 2022, nombre d'entre vous ont lu, si ce n'est le rapport dans sa totalité, peut-être la synthèse, le rapport du Conseil d'État, qui avait identifié 19 collectivités françaises, dont, c'est important, 14 métropoles et 5 régions. Ça veut dire que début 2022, les premiers projets d'IA étaient essentiellement portés par des grandes et des très grandes collectivités. Plus loin dans l'année 2022, l'Observatoire Data Publica, qui est l'une des branches de nos activités, a fait une première étude portant sur ce sujet de l'IA. On avait une trentaine de collectivités qui nous avaient dit avoir débuté des projets. On va voir de quelle nature. Et puis, fin 2023, deuxième édition de notre baromètre, nous avions une cinquantaine de projets d'IA, petits, moyens, grands. On va voir ce que ça veut dire aussi, de types différents. On était au moment où on commençait à peine à parler des applications possibles de l'IA générative dans le service public, et on avait une première carte de France de collectivités qui avaient soit de leur propre chef, soit à l'occasion de la réponse à un appel à projet. À l'époque, nous étions sur la première vague de l'appel à projet de démonstrateurs d'IA pour la transition écologique, dont on parlera tout à l'heure dans une table ronde. Nous en étions là, avec quelques projets assez emblématiques. J'en citerai simplement deux parce qu'ils nous paraissent intéressants en termes de récits que l'on peut faire des usages de l'IA dans les politiques publiques. Un mot sur Préviso, qui est un projet d'IA porté par le Climate Data Hub en région Centre-Val-de-Loire, et Grégory Delobel participera à une table ronde, je crois, tout à l'heure pour vous en parler. Un projet d'IA dont on attend, lorsqu'il sera développé, c'est un projet ambitieux, beaucoup de partenaires, un peu de temps pour le faire et beaucoup d'argent, dont on attend qu'il nous aide à modéliser et prévenir l'impact d'un certain nombre de phénomènes sur la gestion de l'eau, aussi bien pour la prévention des situations de stress, de risque de sécheresse ou autre, que les impacts sur la qualité de l'eau. Sujet, vous en conviendrez, qui intéresse beaucoup de territoires, en tout cas qui à la fin de l'année dernière en intéressait beaucoup. Cette année, avec la météo, on y pensera un peu moins, mais l'année prochaine, le sujet reviendra sans doute. Un autre projet emblématique, Urbaïa, développé sur le plateau de Saclay, un projet complexe qui combine plusieurs algorithmes doués d'intelligence artificielle visant à modéliser de façon prédictive les impacts des décisions d'urbanisme qui seraient prises aujourd'hui dans X années. Les décisions prises aujourd'hui en termes d'impact dans 10 ans, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur la gestion des sols, avec cette idée que des algorithmes combinés dans un jumeau numérique avec ou sans guillemets, puissent permettre de faire énormément de simulations et surtout de faire de la rétro-ingénierie sur les décisions d'urbanisme. Un projet dont certains d'entre vous ont aussi parlé. Voilà deux exemples un petit peu emblématiques qui concernent beaucoup de territoires, petits, moyens, grands, qui pourraient vous intéresser.
Mais fin 2023, on avait donc un nombre encore assez limité de collectivités engagées dans des projets ou dans des premiers tests grandeur nature d'intelligence artificielle. Et quand on a posé la question à toutes les collectivités de l'échantillon de notre observation de savoir ce qu'elles voulaient faire en 2024, 30% des collectivités annonçaient vouloir déployer un projet d'IA en 2024. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de se dire, et alors, en vrai, il y en a combien ? Combien est-ce qu'on a aujourd'hui de projets, de collectivités, lesquels, de quelle taille, avec quel type de sujet privilégié? Est-ce qu'on peut faire un pronostic? Est-ce qu'un an plus tard, on a 200, 300 nouveaux projets ou beaucoup plus? Ça, c'est une question importante, d'autant que nous avions aussi questionné le type de modèle, le type d'IA que les uns et les autres avaient commencé à utiliser et nous n'avions pas complètement intégré ni vu venir le sujet de l'IA générative et des nombreuses, très nombreuses, trop nombreuses, je ne sais pas, j'ose peut-être le mot, tentatives, tests, initiatives prises ici ou là d'adapter, d'utiliser les formidables puissances et les performances parfois stupéfiantes dans plusieurs sens du terme de ces outils à l'action publique locale. Difficile de faire un pronostic, vous le savez, Simon Chignard l'a évoqué également ce matin sur la data, nous avons terminé à l'été une nouvelle édition de cette grande enquête. Nous sommes en train de décortiquer l'ensemble des résultats et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans quelques semaines pour la présentation des résultats très complets, très détaillés de cette enquête sur la data, sur l'IA et sur la cybersécurité également dans les collectivités locales. Mais je ne vais pas m'arrêter là. On va faire un tout petit peu de spoil. La première chose importante, c'est que les tentatives, les volontés, les premiers tests engagés en matière d'IA par des collectivités aujourd'hui, en 2024, mi-2024 en France, concernent une multitude de thématiques. Beaucoup plus sans doute que ce que nous avions pu imaginer il y a 18 mois en arrière, où on était plutôt sur des projets dans des métiers mobilisateurs de très grandes quantités de données, les grands métiers urbains, l'énergie, l'eau, la mobilité. Ils sont toujours présents, bien sûr, mais on voit aujourd'hui qu'il y a cette idée que peut-être, sans doute, tant mieux, à reculons pour les uns avec beaucoup d'enthousiasme pour les autres, l'IA pourrait rentrer dans les processus de fabrication, de mise en œuvre des politiques publiques dans la plupart des métiers de nos territoires. Avec une particularité malgré tout, c'est le nombre de projets engagés sur la gestion administrative interne, sur la production interne, sur la gestion quotidienne du service public. Et on retrouve d'ailleurs cela sur un autre élément qui est l'évolution en pourcentage des systèmes d'IA utilisés par les collectivités qui nous déclarent avoir démarré des tests ou commencer même à mettre en production de façon effective un certain nombre de choses. Alors les chiffres là également sont encore provisoires, mais on voit qu'il y a une corrélation très certainement entre cette appétence pour des projets internes, pour de la gestion administrative, pour de l'assistance à la gestion administrative et le recours à l'IA générative. On pouvait sans doute s'y attendre, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des chiffres qui l'indiquent. Je ne vais pas vous détailler toute l'enquête, elle est encore en train d'être examinée. On est en train de comparer un certain nombre de choses en termes de thématiques, de taille de collectivité également. Simplement un élément important, c'est qu'à la différence de ce que l'on pouvait observer il y a 2 ans en arrière, aujourd'hui, l'idée d'utiliser de l'IA, parfois de façon rapide, immédiatement ou presque opérationnelle dans un certain nombre de cas, concerne des collectivités de toutes les tailles. Et ça, c'est quelque chose qui, par rapport à, pour celles et ceux d'entre vous qui sont depuis longtemps dans les sujets du numérique et de la place du numérique dans la conduite des politiques publiques, on peut penser à tout ce que l'on a vécu, ces cycles d'apprentissage longs, notamment dans, on l'appelle comme on veut, la Smart City, les territoires connectés, où il a fallu plusieurs années de travaux dans des territoires de grande taille avec des moyens importants, des investissements importants avant que ne se diffusent un certain nombre d'outils qui, du coup, pour certains, coûtaient moins cher, qui, pour d'autres, étaient plus facilement abordables qu'ils ne l'étaient, y compris d'un point de vue en termes d'organisation, en termes de compétences. On voit que probablement, sur l'IA, pour l'instant, je reste sur une terminologie un petit peu générique, il y a une envie et une idée de pouvoir, lorsqu'on aura fait la preuve que ça marche, je vais y revenir, de pouvoir adopter ce type d'outils rapidement dans des collectivités de toute taille. Ça, c'est un point tout à fait important. Alors, un deuxième point aussi à prendre en compte. Nous avons travaillé sur les raisons
qui font que des collectivités décident de recourir à l'IA, et on détaillera tout cela lors de la présentation complète des travaux de l'Observatoire, mais aussi sur les problèmes rencontrés et les obstacles rencontrés. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est de voir que quand on prend l'ensemble des collectivités, on a un certain regard sur les difficultés probables en matière de recours à l'IA, mais lorsque l'on a commencé, ce regard change. Et il y a un point qui est très important, c'est celui de la data. On pense parfois, dans nos collectivités, que l'IA va venir de façon un peu magique, régler des problématiques de gestion des données que nous n'avons pas traitées au fil des années précédentes. Je prends un exemple. Il y a aujourd'hui une multitude de projets avec de l'IA générative, on les appelle comme on veut, de chatbots, de dispositifs conversationnels, les uns à l'attention des citoyens, les autres à l'attention des fonctionnaires qui sont derrière les guichets, dont on se dit que la difficulté majeure en termes d'accès à l'information à laquelle nous sommes confrontés dans nos services publics, eh bien, c'est la complexité des informations dont il faut disposer pour pouvoir répondre vite et bien à nos concitoyens lorsqu'ils nous interrogent, et que probablement, ce que nous n'avons pas su, pas pu, pas réussi à mettre dans des classeurs, dans un servicepublic.fr de ma ville, eh bien, l'IA, si on lui met tout à disposition, va être capable de le faire. Cette idée est fausse. Si on n'organise pas parfaitement les données que l'on souhaite que l'IA puisse ensuite restituer d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont on paramètre et dont on construit le dispositif, eh bien, il y aura une multitude d'erreurs, voire même, très rapidement, un constat d'inefficacité, d'échec des systèmes. Là, je parle d'IA générative, je parle de chatbot. On a aussi, dans de nombreux autres domaines, dans la mobilité, dans la gestion de l'eau, dans la gestion de l'énergie, je prends simplement cet exemple. L'IA est-elle certains systèmes d'IA peuvent-ils nous aider à faire des économies d'énergie substantielles en matière de gestion des bâtiments publics? Ça peut concerner des collectivités grandes, très grandes, mais aussi moyennes et petites, et en matière d'optimisation des consommations énergétiques de l'éclairage public. À n'en pas douter, techniquement, oui. Encore faut-il disposer de l'ensemble des données locales qui vont permettre de le faire fonctionner. Et ce n'est pas parce qu'une IA aurait été entraînée avec les données d'autres villes, et parfois on va un peu vite, et je m'en excuse d'avance s'il y a dans la salle des collègues qui commercialisent aujourd'hui ce type de solution, on a un peu de tendance aujourd'hui à nous dire que le dispositif est prêt de façon immédiate. Et on ne sait pas nécessairement avec les données de quel type de ville il a été entraîné. C'est vrai pour l'énergie, ça peut être vrai pour la gestion de l'eau. C'est vrai, je le dis ici à Nantes, qui a été un territoire tout à fait précurseur sur l'utilisation de l'IA pour faire de la modélisation prédictive des fréquentations de cantines scolaires. Le dispositif qui a été inventé, imaginé ici à Nantes, ne peut pas être automatiquement transposé ailleurs si ailleurs on n'a pas mis en place un système qui permet de collecter, gérer, anticiper la totalité des données qui vont ensuite alimenter le dispositif en production. Ces quelques éléments pour vous dire que nous constatons aujourd'hui, auprès de nombreuses collectivités territoriales, le besoin de... Alors, l'envie d'aller vite, sans doute, parce qu'il y a la crainte de rater quelque chose, et en même temps le besoin de se poser pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer avec l'arrivée de l'IA au milieu de nos systèmes de gestion de données du service public. Et l'idée de se donner du temps a été évoquée ce matin lors de la table ronde autour de la concertation citoyenne avec l'intervention de notre élu montpelliérain, en se disant se donner du temps, ça peut être d'abord de provoquer le débat. Il nous l'a dit avec beaucoup de franchise, en nous disant à Montpellier, on a dit à un moment donné, stop ChatGPT. C'était pas pour essayer de bloquer le déploiement de ChatGPT à Montpellier, bien évidemment, ni même dans le service public, mais c'était pour provoquer un petit peu un électrochoc. L'élu de la région Bretagne, Jérôme Tréhardy, nous a dit on a interdit l'utilisation de TikTok. Ça ne change pas la face du monde, mais ça permet de se poser un certain nombre de questions. Et il y a eu ce travail de concertation citoyenne qui a été évoqué. Et je me permets de le dire, l'avis des citoyens sur l'IA
rendu public par la Convention citoyenne de Montpellier, est tout à fait accessible en ligne. Et il a été, vous le savez peut-être, notamment alimenté et encadré par des experts tels que Cédric Villani. Ce travail est remarquable dans sa complétude. Les citoyens n'ont éludé aucune des difficultés auxquelles on peut être confronté. Et je vous incite à lire ce document parce que très probablement, l'avis qui ressort de cette Convention citoyenne représente assez bien ce que pensent les habitants de votre propre territoire. Alors, se donner du temps, c'est se poser un certain nombre de questions. Et je vais vous présenter là rapidement une grille, il y en a d'autres, d'analyse des conditions d'un déploiement de l'IA au service de l'intérêt général quand on est un service public. Cette grille, elle est le fruit du travail d'un certain nombre de collectivités pionnières qui, depuis plusieurs mois maintenant, se sont penchées sur le sujet et je vous en présente une synthèse. Les mots peuvent être différents d'un territoire à l'autre, bien évidemment. Il y a certainement des choses à ajouter, des choses à enlever. Globalement, 4 axes de travail. D'abord, est-ce que l'IA est utile? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gains réels qui peuvent être de diverses natures en termes de fonctionnement du service public, d'efficacité, de stratégie du territoire, qui vont faire que si on déploie une IA là où il n'y en avait pas jusqu'à présent, ça apporte véritablement un changement. Ça peut paraître assez évident, il y a aujourd'hui beaucoup d'IA qui marchent très bien mais qui ne servent à rien. Et on pourrait en citer quelques exemples. Est-ce que cette IA, on peut la déployer en confiance ? Ça, c'est un point essentiel. Je reviendrai en un mot tout à l'heure sur l'explicabilité, la redevabilité de l'action publique dont nous a parlé Francky Trichet, qui a pris la parole tout à l'heure dans la salle et qui sera présent dans une table ronde également. Il y a un sujet autour de la confiance en matière d'intelligence artificielle. Je vous le dis également, en parallèle de la grande enquête menée par l'Observatoire Data Publica, nous avons, avec nos partenaires, la Banque des Territoires, La Poste, Orange, fait réaliser un sondage auprès des Français par l'Institut Ipsos et on en publiera les résultats en même temps pour voir si les collectivités locales fonctionnent un petit peu au même rythme, avec les mêmes ressentis que nos concitoyens. Les Français sont inquiets face au développement de l'IA. Beaucoup plus, et ça c'est d'autres études qui nous le montrent, que dans d'autres pays. On est un peu râleur, on n'aime pas trop un certain nombre d'avancées, de progrès. Après, finalement, on les utilise, mais ce n'est pas que ça. Depuis un an et demi, on a entendu beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, y compris parfois véhiculées pour faire parler d'eux par les promoteurs d'un certain nombre de grands modèles. Ça se retourne en partie contre eux aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Et la confiance, elle vient du fait qu'il y a des risques de biais et d'erreurs, évidemment. Et quand on est une entreprise commerciale et qu'on utilise une IA pour augmenter sa productivité, si le gain de productivité est de 20% et qu'il y a 3 ou 4% d'erreurs, c'est-à-dire des prospects qui ont été ratés, du ciblage des faux positifs et des faux négatifs dans du ciblage commercial, ce n'est pas grave. Mais du faux positif et du faux négatif dans l'attribution d'une aide publique, ça c'est un problème. Est-ce qu'il y a de la transparence? On parlera beaucoup et on parle souvent de questions de souveraineté. Ça veut dire quoi la souveraineté en matière d'intelligence artificielle quand on est une collectivité locale? Ça veut d'abord dire, est-ce que la collectivité elle-même, c'est-à-dire ses équipes, ses services, ses élus, maîtrisent l'outil? Ce n'est pas seulement de savoir si l'algorithme il a été développé par une société américaine ou autre. Ce n'est pas seulement de savoir s'il a été entraîné par les données d'une ville chinoise ou que sais-je. C'est est-ce qu'on maîtrise le processus? Et ça, c'est tout à fait important. La protection de la vie privée, c'est un point aussi capital, je le dis en un mot, des collectivités. Et les collectivités françaises sont plutôt des bons élèves de la mise en œuvre du RGPD. La CNIL nous le dit régulièrement. Elle balance de temps en temps le nom d'une ville qui n'aurait pas respecté telle ou telle chose. Mais globalement, le service public a fait sienne, et ça date peut-être même d'avant le RGPD, l'idée que quand on est un service public, eh bien, on protège les données des habitants. Eh bien, un dispositif de gestion du RGPD, de conformité du RGPD parfaitement en place, peut être bousculé très fortement par le recours à l'IA. Parce que la manière dont les données sont traitées peut générer des fragilités importantes sur ce point-là. Donc la confiance. Troisième point, la frugalité. Le terme est de plus en plus utilisé. Vous savez qu'il renvoie d'ailleurs pour partie ou qu'il a été repris dans un référentiel auquel bon nombre d'acteurs, peut-être certains présents dans la salle, ont contribué. On en parlera tout à l'heure sur la table ronde sur l'IA et les transitions écologiques, notamment avec Juliette Fropier des collabs. La frugalité, l'impact carbone des modèles qui sont utilisés. La question a été posée ce matin dans l'une des tables rondes par l'une des personnes présentes dans la salle.
c'est pas simple, parce que comment on pèse l'empreinte carbone d'une IA qui est utilisée par un territoire? Eh bien, il y a des outils pour ça. On commence à voir par quel bout attraper ce sujet. C'est important. Et le dernier point, c'est est-ce que l'IA a un impact positif ou négatif sur les métiers, ce qu'on a dans ce schéma-là appelé une IA capacitante ou non. L'impact sur les métiers peut être positif, en ce sens que l'IA peut décharger un certain nombre d'agents publics de tâches répétitives, rébarbatives, compliquées à gérer, mais peut aussi poser d'autres problèmes, des problèmes d'autonomie dans le travail, voire, pourquoi pas, on a tous lu beaucoup d'études, il y en a un peu moins en ce moment, sur la suppression des emplois liés à l'IA. Donc ce schéma, cet outil, est utilisé aujourd'hui par un certain nombre de collectivités pour analyser les impacts, les avantages, les risques de systèmes d'IA qu'on envisage soit de mettre en test, soit de mettre en production. Et sur la base de ce diagramme, la décision peut être prise de dire on y va, à condition que, et on met des garde-fous, ou on n'y va pas parce que ça présente tel ou tel risque. Sachant qu'un schéma comme celui-là, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, ils existent dans le public et dans le privé. Parce que pour des entreprises aussi, la question du recourir à l'IA peut se poser avec des questionnements qui sont en partie similaires. Mais il y a des particularités à mettre en avant dès lors qu'il s'agit du service public en général et du service public local en particulier. Le premier, c'est celui qui a été évoqué ce matin sur la redevabilité, sur l'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Ce que je vais vous dire là fait débat, y compris, il peut y avoir des débats avec des experts qui nous disent que l'IA Act, par exemple, n'a pas interdit ce que je vais vous présenter là maintenant. C'est de se dire que depuis 1789 et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, il est prévu que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est le fondement de tout un tas de choses que vous connaissez, la CADA, le fait que lorsqu'une décision individuelle est prise concernant un citoyen, il a le droit de la contester et le pouvoir public a l'obligation de lui expliquer comment et pourquoi cette décision a été prise. C'est ce qui a amené en 2018 le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une décision qui concernait un algorithme que vous connaissez tous, qui est Parcoursup, à dire que l'algorithme de Parcoursup devait être rendu public pour expliquer comment une décision a été prise, et qu'il en résultait que ne peuvent être utilisés comme fondement exclusif d'une décision administrative individuelle des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent. C'est une définition en droit par le Conseil constitutionnel d'une forme d'intelligence artificielle. Et au passage, nous sommes à Nantes, certains d'entre vous le savent, Nantes a été le premier territoire à adopter une charte éthique de la donnée en 2019, et dès 2019, la collectivité avait dit qu'elle s'interdisait et qu'elle interdisait aux acteurs publics qui mettent en œuvre des missions de service public ayant un impact individuel d'utiliser de l'IA. Je sais probablement que Nantes revisite et remet aussi en chantier sa charte, notamment à travers son travail spécifique sur l'intelligence artificielle. Certains d'entre vous seront encore là à Nantes demain. Il y a la restitution d'une démarche qui s'appelle Nantes Débat de l'IA, dans lequel tout ça est aussi sur le chantier. Mais voilà un premier point particulier. Il y a un deuxième point particulier, c'est le rôle et la place des agents publics dans notre société. Il y a plusieurs grilles d'analyse aujourd'hui des impacts de l'IA sur les métiers. J'aurais pu développer et citer les travaux de Ian Ferguson dans le laboratoire Laboria de l'INRIA, les travaux que nous avons la chance de mener. J'ai la chance d'être expert associé auprès du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, de voir comment ces travaux qui ont été menés peuvent se transposer dans la sphère publique. Il y a ici une étude qui a été faite par le CNFPT, visant à transposer une nomenclature de tâches impactées probablement par l'IA dans les années à venir, qui a été faite par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, appliquée à 270 métiers du service public. Au total, on ne trouve que 3 ou 4 métiers susceptibles d'être très fortement impactés, c'est-à-dire qui pourraient rentrer dans la catégorie « demain, peut-être que mon emploi sera supprimé par une IA ». Mais c'est aussi une approche intéressante. Une autre manière de traiter ce sujet, c'est de demander à nos concitoyens ce qu'ils en pensent. Dans une autre étude qui a été réalisée par l'ATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, on a posé la question à nos concitoyens il y a quelques mois. Utiliser l'intelligence artificielle pour réduire les temps d'accès et faciliter l'accueil des habitants par le service public dans les guichets, est-ce que vous y seriez favorable, très favorable ou pas? 52% des Français sont favorables ou très favorables à ce que des IA peuvent permettre d'avoir plus vite et mieux des réponses au guichet. Ce qui est intéressant dans cette étude de la ATF, c'est qu'on pose la même question aux fonctionnaires territoriaux. Et on arrive à un chiffre qui nous a surpris. C'est que 45% des fonctionnaires territoriaux
sont favorables à ce genre d'outils. Et là, on s'est dit, c'est bizarre. Ce n'est pas ce qu'on attendait, et on a creusé. On s'est dit, pourquoi, comment, qui sont ces 40 ? Parce que, vu la taille des échantillons, c'est un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié. Ça reste assez similaire. Est-ce que, par exemple, les catégories A seraient plus favorables que les catégories B et C, ce genre de questions? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, comme certaines études tendent à le montrer aujourd'hui au niveau national? Il y a un critère absolument discriminant qui fait que dans la population et chez nos agents publics, on est favorable ou très favorable au recours à l'IA dans tout type de configuration, c'est l'âge. Et le sujet, il se situe entre 30 et 35 ans. Et ça va être un enjeu managérial pour les années qui viennent. Beaucoup de jeunes fonctionnaires qui arrivent vont avoir une relation à ces sujets très différente, je caricature sûrement un petit peu, vous m'excusez, de celles et ceux qui les encadrent. En guise de conclusion, se dire qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de collectivités qui commencent face à tous ces enjeux, à ces hésitations, et en même temps avec l'envie de tester pour voir concrètement quelle est l'utilité et jusqu'à où on peut aller, réfléchissent à des dispositifs expérimentaux. Il y a eu ce matin une masterclass avec Nantes Métropole et la CNIL sur un bac à sable spécifique concernant un projet d'IA sur la gestion de l'eau. On parlera, je crois, tout à l'heure dans une table ronde du bac à sable qui est installé actuellement par la collectivité territoriale de Corse pour ses propres agents et ses partenaires. On pourrait citer le club IA destiné aux élus qui a été mis en place par la métropole du Grand Paris avec nos amis d'Urbanaï. On pourrait parler des IA ambassadeurs de la région Grand Est. On voit ce genre de dispositif se mettre en place. Partout, on est aussi à la recherche de le mot sacré des innovations numériques, de Quick Win. Nous avons, pour ce qui nous concerne, avec l'équipe de Civiteo, eu entre les mains à examiner plus de 250 projets d'IA en 11 mois, 10-11 mois. Et tout le monde recherche des preuves de concept qui marchent rapidement et facilement. On a un petit problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de fast fail. Fail fast, je le dis dans le bon sens. Et c'est peut-être pas grave. C'est peut-être pas grave parce qu'on se lance sur une idée, on pense qu'un algorithme va nous aider, on est démarché par une start-up, une grande entreprise, un délégataire de service public, on va optimiser rapidement quelque chose et on bute sur des écueils. On bute sur la compréhension de ce qu'est cet algorithme. On bute sur l'absence de données locales pour le faire tourner. On bute sur le fait qu'il faut former les collaborateurs qui vont s'en servir avant de le mettre en place parce qu'on a bien compris que sinon ça ne fonctionnait pas. Et sans doute c'est tant mieux. Sans doute c'est tant mieux, mais, et ça sera le mot de conclusion, il faut pour cela qu'on nous laisse le droit à l'erreur. Et ce n'est pas complètement dans notre culture d'organisation. Et je pense qu'il est très important que dans les mois qui viennent, il y ait de plus en plus de formation, d'acculturation à ce qu'est l'IA, à comment elle fonctionne, au fait qu'il est complètement normal qu'il faille du temps pour que les multiples projets dont on nous parle soient opérationnels. On a dénombré moins de 10 outils d'IA aujourd'hui en production effective dans des collectivités et parfois sur des sujets qu'on n'attend pas, dans des systèmes automatisés, dans des endroits discrets dont on ne parle pas. Il y a donc énormément de tests. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que dans un an, nous pourrons vous raconter une autre histoire parce que tout ça va très vite. Merci.